charpente Oui. de cette baraque Oui. et on vient faire une vérification. Ils ont fait une vérification. Alors comment ça s'est passé? Ils ont fouillé avec des lampes de poche. Nous étions tapis derrière les charpentes. Ils ne nous ont pas vus. Alors, ils sont donc ressortis. Le bloc est resté vide. Nous sommes restés tapis toute la nuit sans bouger dans cette charpente. Parce qu'il ne fallait pas qu'on sorte dehors, bien entendu. Hein. Ils étaient en train d'évacuer presque tout le camp. Hein. Et nous entendions toujours le canon. Nous entendions toujours le canon qui arrivait, les coups de canon. Hein. Nous savions que les Alliés n'étaient pas loin. Et nous avions une grosse peur également. C'est que lorsqu'ils sont partis, qu'ils ne nous ont pas vus, nous avions une grosse peur, c'est qu'ils incendient ces baraquements. Comme c'était des baraques qui auraient pu cramer très facilement, brûler très facilement, nous avions une grosse peur, c'était ça. Enfin, ça ne s'est pas vérifié, ils n'ont pas incendié les baraquements. Et le lendemain, vers 7h ou 8h du matin, nous avons entendu du bruit, le camp s'est rempli à nouveau avec d'autres déportés. Des déportés qui sont rentrés dans ce camp, dans cette baraque, hein, dans ce baraquement. Hein. Nous nous sommes donc mélangés à eux parce que c'était une véritable pagaille à cette époque-là. C'était un véritable affolement, il n'y avait plus d'appel, il n'y avait plus rien. Les SS eux-mêmes ne savaient plus où ils en étaient, ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Hein. Nous nous sommes mélangés avec ces déportés et donc nous avons attendu avec eux. Parce qu'on ne pouvait pas rester éternellement là-haut. Et est arrivé le 11 avril au matin, alors là, le camp s'est libéré lui-même. Je ne savais absolument pas qu'il y avait un mouvement d'organisation de résistance dans l'intérieur du camp de Buchenwald. D'un seul coup, nous avons vu des armes sortir de partout, des déportés s'armer, arrêter les SS, les prendre en joue, les faire prisonniers. Et sont arrivés les Américains après. Lorsque les Américains sont arrivés, le camp était déjà libéré, par lui-même. Je pense que vous avez déjà dû entendre parler, dans d'autres circonstances, de la libération du camp de Buchenwald. Non, mais racontez-nous. Non, mais il y a beaucoup d'archives à ce sujet déjà. Hein. Alors, j'ose pas vous dire, je ne vous dis pas la joie qu'on a ressentie quand nous avons vu les premiers Américains. Ils étaient là, ils arrivaient. Il y en a qui sont morts en les voyant arriver. Hein. Ils nous voyaient, ils pleuraient comme des gosses, ils ne savaient pas quoi faire, ils nous donnaient du chocolat, ils nous donnaient tout. Ils pleuraient, c'était épouvantable. Quoi. Les soldats qui étaient à l'intérieur du camp, de voir cette aberration, cette misère humaine, les tas de cadavres, et tout, hein, ils étaient horrifiés. Alors voilà, le camp, donc est arrivé à la libération du camp de Buchenwald et j'ai eu la chance d'être rapatrié assez rapidement. Je suis même arrivé le 28 avril 1945 à Paris. Au centre de Lutetia à l'hôtel Lutetia. C'est là où je suis arrivé. À l'hôtel Lutetia, oui. Il faut refaire sa vie. Il faut refaire sa vie. C'est-à-dire que alors, là... Qu'avez-vous fait à ce moment-là, une fois que vous avez été en France? Là j'étais, comme on dirait... soigné, j'étais complètement hors du circuit. Je ne savais même plus où j'étais. La réaction, l'affaiblissement, je pesais 37 kilos. J'étais complètement... je ne pouvais même plus avaler la moindre nourriture. Heureusement pour moi d'ailleurs. Hein. J'avais l'estomac tellement rétréci que je ne pouvais plus me nourrir. Et puis, je ne sais pas, trop de choses à la fois. Quoi, hein. Et donc, on m'a emmené dans un hôpital, je ne me rappelle plus du nom de l'hôpital, où on m'a soigné. On m'a soigné pendant une quinzaine de jours. On me nourrissait avec des ampoules de sérum glucose. Je pouvais rien avaler, hein, de toute façon. On me nourrissait comme ça. Et ensuite, je suis allé en convalescence dans une maison de convalescence à Jouy en Josas. Hein. Et là, je savais pertinemment que je ne retrouverais aucun membre de ma famille. Je le savais. Je savais que je n'avais aucune chance de revoir qui que ce soit, à l'exception de mon frère,
que je pensais avoir une chance de revoir, puisque je savais qu'il était prisonnier de guerre, qu'il était dans les stalags, et que j'espérais pouvoir revoir. Hein. Parce que mon frère, Dieu merci, on n'a jamais su qu'il était israélite. Parce que vous savez que dans les prisonniers de guerre, il y a beaucoup de prisonniers qui étaient israélites qui ont été emmenés dans les camps également, dans les camps de concentration. Et ils n'ont jamais su. Mais enfin, à cette époque, je ne pensais ne jamais revoir qui que ce soit de ma famille. J'ai donc repris contact avec Madame Gaborio. Je lui ai écrit. Quand elle a su que j'étais libéré, elle était folle de joie. Elle m'a dit, Albert, dès que tu peux, tu viens à la maison, on ne t'occupe pas, c'est moi qui te soignerai, tu viendras, on te soignera, tu reviens chez moi, il n'y a aucun problème. Alors, j'ai repris contact avec elle. Elle, de son côté, elle a repris contact avec le COSOR, dont le révérend Père Fleury était devenu président, hein, qui s'occupait de tous les... Le COSOR, c'est une organisation de la résistance, et c'est ce COSOR qui m'a pris en charge. C'est ce COSOR qui m'a pris en charge, qui m'a placé chez Madame Gaborio, par le fait que c'est elle qui m'a dit tu reviens à la maison, et c'est le COSOR qui m'a pris en charge jusqu'à ce que je puisse retravailler, faire ma vie moi-même, pouvoir travailler. Parce que matériellement, je ne pouvais rien faire, j'étais trop faible. Je me souviens qu'on me donnait à l'époque, il y avait encore des bons de nourriture, des cartes d'alimentation. Et on me donnait, j'avais double ration, j'avais un tas de choses. Et donc j'ai été soigné chez cette Madame Gaborio par un docteur d'ailleurs qui s'appelait un docteur Loudunet, qui est mort maintenant, qui s'appelait le docteur de la Roche. Et donc j'ai vécu là-bas. Et ensuite, comme j'ai été en force de travailler, donc j'ai vécu au milieu de ces 4 enfants. Elle me considérait comme de la famille. Ses enfants me considéraient presque comme le frangin, pratiquement. Et j'ai travaillé pendant 4 ans chez un menuisier ébéniste où j'ai appris mon métier par le fait, parce que j'avais, comme dit l'autre, j'avais commencé à apprendre le métier de menuisier, mais je ne connaissais pratiquement rien à l'époque. Hein. Donc j'ai travaillé pendant 4 ans chez Monsieur Cadéan à Loudun, dans une fabrique de meubles, où j'ai appris mon métier, une partie de mon métier bien sûr. Et au bout de 4 ans, d'ici là, durant ce laps de temps, j'ai revu mon frère. Hein, la liste des prisonniers de guerre rentrés a fait que j'ai revu mon frère, qui lui est revenu à Nancy, qui n'a rien trouvé chez nous. Toute la maison était vide, il y avait même plus, tout avait été pillé, il ne restait absolument plus rien. Il ne restait absolument plus rien dans la maison. Mais enfin, il a réintégré l'appartement que nous habitions avant-guerre, au 83 rue Saint-Dizier, à Nancy. À l'heure actuelle, ça se trouve en face du marché aux fleurs, pour vous situer si vous connaissez Nancy. À l'époque, il habitait d'ailleurs, Pierre Tikozinski habitait dans cette maison également, toute la famille Tikozinski habitait, qui étaient des très bons amis, quoi. Hein. Et donc, j'ai repris contact avec mon frère, qui est venu me voir à Loudun. Quand il est rentré, nos retrouvailles ont été émouvantes au possible, bien sûr. Et lui, en 1949, je suis rentré à Nancy, quoi. J'ai quitté cette famille Gaborio et je suis rentré à Nancy. Et j'ai vécu avec mon frère pendant un certain temps, avant de comprendre chacun de nous, bien entendu. Quand on est adulte, on aime son indépendance, bien entendu. Et chacun de nous a fait sa vie. Enfin, a fait sa vie, c'est une façon de parler, parce que ni lui ni moi, nous nous sommes mariés. Hein, nous sommes restés célibataires, tous les deux. Enfin, ça, c'est les aléas de la vie. Hein, c'est la vie qui a voulu comme ça, quoi. Hein, j'ai fréquenté des jeunes femmes, bien sûr. J'ai failli me marier, ça ne s'est pas fait. Puis enfin, je suis toujours célibataire. Et mon frère est toujours resté célibataire également. Et puis bon, malgré tout, pour moi, je vous dis,
je maintiens des contacts très proches avec la famille Gaborio, avec cette femme, à qui je dois tellement de choses. Hein. Madame Gaborio Madame Gaborio est toujours vivante. Elle est toujours en vie. Elle va avoir 84 ans. Tous les ans, je vais la voir régulièrement. Le jour de la fête des mères, je lui envoie un grand bouquet de fleurs. Je lui envoie un grand bouquet de fleurs un jour, également tous les anniversaires. Nous fêtons souvent des Noël, Nouvel An ensemble. C'est votre seconde famille? C'est ma seconde famille, bien sûr. Je suis devenu le parrain d'une de ses petites filles. Son fils, le Benjamin de ses filles, Jam, qui s'est marié, a eu une fille qui s'appelle Sandrine, dont je suis devenu le parrain, qui va avoir 29 ans demain. Nous sommes aujourd'hui le 13 mars. Elle va avoir 29 ans le 14 mars. J'ai fêté cet événement ce week-end d'ailleurs. Je reviens de chez eux. Hein. Nous avons fêté avec un petit peu d'avance, c'est 29 ans. Maintenant, vous êtes en retraite? Je suis en retraite, oui. À Nancy, vous avez travaillé chez qui en tant que menuisier? Si vous avez continué comme Oui, métier? j'ai continué ma carrière de menuisier ébéniste pratiquement tout le temps, à l'exception d'un petit laps de temps où j'ai pris une boutique sur le marché. Hein, où mon frère, à l'époque, avait également une petite boutique sur le marché, parce que quand je suis rentré, j'ai travaillé à Tomblaine dans une fabrique de meubles qui s'appelait la Malora, mais où je faisais un travail qui ne me convenait guère. Hein, j'étais toujours sur une machine-outil, une ponceuse, c'est pas ça qui pouvait me permettre d'apprendre mon métier, donc je ne tenais pas trop à y rester. Et en attendant de retrouver un autre travail, j'ai tenu une petite boutique sur le marché pendant quelques mois. Mais comme ça ne marchait pas trop bien, j'ai retrouvé ensuite du travail. J'ai travaillé ensuite dans une fabrique, dans une maison, la maison Ulrich, qui fabriquait des meubles d'art. Et c'est là où réellement j'ai bien appris mon métier. Hein, meubles d'art Ulrich, qui n'existe plus maintenant. La maison existe toujours. Elle a été reprise par des petits-enfants et petits-enfants, mais ils ont été obligés de cesser ce métier de meuble d'art. Maintenant, pour des meubles d'art, ça ne rapporte pas. Il faut faire autre chose. Ils se sont recyclés dans la fabrication, dans la pose de tapis, bulgum, moquettes, etc. quoi. Et ensuite, j'ai travaillé chez Deleuze, également, peut-être que vous connaissez cette maison, c'était des Israélites qui tenaient cette maison, une fabrique de meubles, une maison de meubles, quoi, disons. Et ensuite, j'ai travaillé chez Guyot, à Laxou, où je suis resté une douzaine d'années. Ensuite, j'ai travaillé dans une maison à Séchant, l'entreprise Teux, où j'ai fait du meuble massif. Je suis resté 13 ans et j'ai terminé ma carrière chez Venturini, dans la zone industrielle des Cours, où j'ai terminé ma carrière, une bonne maison où je n'ai qu'à me louer de cette maison qui a été vraiment, où j'ai terminé ma carrière chez eux, quoi. J'ai pu prendre ma retraite à l'âge de 55 ans, bénéficier de 5 ans en tant qu'ancien déporté, donc j'ai fait valoir mes droits à la retraite à 55 ans. Donc je vais avoir 69 ans, je suis donc en retraite depuis l'âge de 55 ans. Je vis ma petite retraite tranquillement. Vous avez des loisirs? Vous avez des loisirs, qu'est-ce que vous faites? Je suis dans une académie de billard, je joue aux échecs, mais enfin je ne fais pas partie d'un cercle d'échecs. Dans le temps j'ai fait partie du cercle d'échecs nancéen, mais enfin on ne peut pas tout faire. Le plus c'est surtout l'académie de billard. Je fais de l'arbitrage de jeux de billard. Je ne joue plus moi-même en compétition, j'ai joué. Parce que mes nerfs ne me permettent pas de le faire. Pour jouer vraiment au billard, il faut des nerfs trop solides. Et mes nerfs ont été tellement mis à rude épreuve que ça ne m'est pas possible, quoi. Je connais bien le jeu de billard, j'ai une bonne technique, mais je ne peux pas l'assumer sur un tapis vert, comme on dit. Alors. Donc je me consacre beaucoup au club. J'ai été pendant plus de 20 ans, presque 25 ans, comment dirais-je,
dans le comité. Je ne suis plus au comité parce qu'il faut laisser la place aux jeunes, comme on dit. Mais enfin, quand il y a quelque chose à faire au club, je suis toujours là, je suis toujours disponible pour aider le club, quoi, hein, qui est un club cher à mon cœur, comme on dit, quoi, hein, l'Académie de billard de Nancy. Et j'y vais 2, 3, 4 fois par semaine. Là, j'y vais encore à la fin de cette semaine pour arbitrer du jeu de 3 bandes des compétitions. Est-ce que vous pratiquez quelle pratique religieuse avez-vous depuis que vous êtes rentré? J'ai cessé toute pratique religieuse. Et est-ce que vous avez des liens avec des organisations qui sont des anciens déportés ou des choses comme ça? Ah, ben, je fais partie de la FNDRP, bien sûr, oui. Hein, je fais partie de la Fédération nationale des déportés internés, résistants et patriotes. Je suis même le porte-drapeau départemental de cette organisation. Et donc, je participe à toutes les cérémonies, qu'elles aient lieu dans une synagogue, qu'elles aient lieu dans une cathédrale, qu'elles aient lieu pour un enterrement, qu'elles aient lieu pour toute cérémonie commémorant un événement, la libération, le jour de la journée de la déportation. Donc je suis porte-drapeau et membre du comité de la FNDRP. Donc ça me prend également un certain temps. C'est pas vraiment un loisir, mais c'est une occupation, hein, qui, à part entière, comme on dit, qui me prend un certain temps, comme on dit. Mais j'ai cessé toute pratique religieuse, oui. Je vais aussi bien dans une synagogue que dans une cathédrale, mais je suis... Il n'y a plus la foi, malgré... On devient athée quand on a vécu tout ce que j'ai vécu. Enfin, je n'ai rien contre les gens qui ont la religion, qui ont la foi, hein, bien entendu. Hein. Je respecte la foi des autres, bien entendu. Hein, tant que la foi des autres n'aboutit pas à de l'extrémisme, bien entendu. Hein, comme il y en a malheureusement tant à l'heure actuelle. Nous arrivons à la fin de notre interview. Est-ce que vous auriez un message à faire passer par rapport à tout ce que vous avez pu vivre, de toute cette expérience extrêmement douloureuse et difficile, pour les jeunes générations? Bien sûr, oui, bien sûr. Si vous avez quelque chose à dire. Il faut qu'ils soient vigilants à la vigilance. Il faut absolument... nous avions dit à la fin, lorsque nous avons été libérés, plus jamais ça. Malheureusement, ça existe encore. Nous nous apercevons que dans tous les coins du monde, les grandes nations ne sont pas capables de faire le nécessaire pour qu'il n'y ait plus de Shoah, de massacres. Il y en a partout, dans tous les coins du monde, on voit ce qui se passe. Et à notre époque, on pouvait dire, tiens, on ne savait pas ce qui se passait. On était ignorants. Effectivement, beaucoup de gens ne savaient pas ce qui se passait. Mais maintenant, c'est presque filmé en direct. C'est presque fait devant les caméras et les grandes nations sont impuissantes pour empêcher cette chose. C'est atroce. Alors, je demande, bien sûr, je dis aux jeunes générations, pas de racisme, pas de... Tout le monde, l'égalité des droits pour tous. Il faut que tout le monde, qu'il soit de quelque nationalité, de quelque religion, quoi qu'il soit, ait les mêmes droits, les mêmes besoins, les mêmes devoirs également, bien sûr. Bien sûr, ça c'est le seul message que je puisse faire passer. En espérant qu'un jour, il y aura enfin la paix dans le monde. C'est tout. Merci.